Petit orgueilleux. C'est venu sur moi, noir et lourd, et ça m'a plus lâché. Il n'y avait pas de quoi rire. Un cerveau, c'est tyran comme il n'y a pas. Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses. Dans cette vidéo, je vous propose de partager une élaboration faite sur comment et pourquoi les psychiatres collaborent-ils à des systèmes totalitaires. Tout d'abord, examinons le contexte. Médecins, collaboration, totalitarisme. Tout d'abord, je vous rappelle que les études de médecine sont réputées sélectives, difficiles et longues. Il faut à peu près une dizaine d'années pour former par exemple un psychiatre. Et on a affaire à des jeunes personnes qui se retrouvent brutalement immergées dans ce qui est la médecine. La douleur physique, la souffrance psychique, la mort, les cadavres, le sang, les fluides, etc. Ce qu'ils veulent, c'est que tu les distrais, les émoustilles, les intrigues avec leurs renvois, leurs gaz, leurs craquements, que tu leur découvres des gargouillages, des fièvres, des inédits, que tu t'étendes, que tu te passionnes. C'est pour ça que tu as des diplômes. Ah, s'amuser avec la mort tout pendant qu'ils la fabriquent, ça c'est tout l'homme, Ferdinand. Ils la garderont leur chopis, leur vérole, tout leur tubercule, ils en ont besoin. Et leur vessie bien baveuse, leur rectum en feu, tout ça n'a pas d'importance. Mais si tu te donnes assez de mal, si tu sais les passionner, ils t'attendront pour mourir. Ils te relanceront jusqu'au bout. Et pour pouvoir, comme on dit, fonctionner dans ce contexte, pour pouvoir raisonner avec sang-froid et de manière rationnelle, il faut quelque part développer ce que l'on pourrait appeler des défenses obsessionnelles. Ça n'a aucune connotation péjorative. C'est une sorte de mitridatisation du professionnel qui va lui permettre, comme on dit, de fonctionner. Il n'y a dans cette description aucune connotation péjorative. J'ai eu l'occasion de faire une vidéo sur le trouble de personnalité obsessionnelle compulsive et son illustration dans le cinéma hollywoodien. Qui sont des qualités nécessaires pour exercer la médecine. Constatez que certaines qualités de l'obsessionnel, lorsqu'elles sont exacerbées, deviennent des défauts, deviennent pathologiques. Voici quelques traits qui peuvent contribuer à un exercice raisonnable de la médecine et de la psychiatrie en particulier. Si par exemple vous êtes amené à soigner un enfant qui, dans quelques jours, va mourir d'une leucémie aiguë, et vous devez mettre en place des protocoles ou des traitements. Et si, chaque fois que vous lui rendez visite, vous vous asseyez sur le lit et vous vous mettez à pleurer avec la famille qui l'entoure, vous ne pourrez jamais prendre de décision rationnelle. Bien sûr, vous devez faire preuve d'empathie, et ça, chacun le fait selon sa personnalité. Mais là, vous êtes débordé par ce qu'on appelle la sphère affective. Et cette mitridatisation permet de contrôler les choses. Ce qui peut engendrer chez certains médecins, avec l'expérience, une certaine rigidification de la personnalité. Du côté du pouvoir totalitaire, ce qui est intéressant chez les psychiatres, c'est que ce sont des médecins qui sont, dans la représentation sociale, supposés lire l'âme humaine, lire les comportements, décrypter les discours, etc. Et peut-être les modifier. Par conséquent, ils ont un rôle à jouer dans une aide apportée dans une participation à ce totalitarisme et à ses objectifs. D'autre part, ils représentent un capital social, représentent une classe sociale que l'on peut qualifier de moyenne supérieure, bourgeoise, conservatrice, et qui ne représente en fait aucune menace pour un système politique, quel qu'il soit. Corporation digne de confiance, qui a une déontologie, une éthique, et qui d'autre part incarne un savoir non partagé, à la fois un art mais aussi un capital scientifique, qui permet aux tenants du système totalitaire, comme on dit, d'avancer masqués. Le mot collaboration, qui signifie explicitement participation et implicitement soutien, a en France une connotation plutôt péjorative, puisqu'il évoque une période de l'histoire intitulée La collaboration, où un gouvernement français a collaboré activement aux autorités nazies
et à tous les projets, en particulier d'arianisation de la société. À noter que le Conseil de l'ordre des médecins français a été créé par ce gouvernement en 1940, au moment même où étaient interdits les syndicats professionnels d'une part, et d'autre part, les médecins juifs ou réputés tels seraient exclus de toute pratique médicale. Je vous rappelle que le totalitarisme est un système politique ou de gouvernement qui comporte plusieurs critères. Tout d'abord, un parti unique, avec à sa tête un leader plus ou moins charismatique. Il n'y a aucune opposition réelle au système. Une idéologie unique, dogmatique, incontournable et incontestable. Un contrôle fait par l'État de toute forme de médias. Une économie planifiée et centralisée par le gouvernement. Un système de surveillance et de répression des individus. Une des conséquences les plus spectaculaires de ce système est le fait que chaque individu perd tout ou partie de son espace privé, de son intimité, qui devient public. À tous les âges de la vie, il va être sous la surveillance de l'État. Par exemple, dans le livre de George Orwell, 1984, le héros du roman est poursuivi parce qu'il a écrit un journal intime, ce qui est complètement interdit. La servitude volontaire, c'est un des mécanismes les plus fondamentaux du totalitarisme, qui ne peut pas s'exercer sans que les individus aient ce comportement. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de renoncer à tout ou partie des libertés individuelles, à tout ou partie de votre propre indépendance. Et ce, afin de collaborer, de vous soumettre au système. Et les individus le font en plein consentement, volontairement. Ce n'est pas l'État qui les prive d'une partie de la liberté, c'est eux qui s'en dessaisissent. Bien entendu, c'est un comportement qui paraît énigmatique, mais il est l'affaire de tous, il n'y a pas de profil particulier. Un des phénomènes typiques du totalitarisme, c'est que les protagonistes sont capables de dire et d'affirmer le contraire de ce qu'ils pensent. L'idéologie, elle est bien entendu la colonne vertébrale du totalitarisme. Alors lorsqu'il collabore à un système totalitaire, comment procède-t-il? Un comportement est désigné comme déviant et les médecins vont requalifier ce comportement pour le médicaliser. Puis ils inscrivent celui-ci dans un champ du savoir médical de spécialistes, réputés scientifiques. Ce qui fait que cela devient un objet scientifique, dont les protagonistes sont eux-mêmes prisonniers. Cet objet va être donc livré au pouvoir qui accroît le contrôle et la régulation sociale. Il y a dans cette idéologie totalitaire qui promeut l'accomplissement de l'homme un élément fondamental, l'idée que cette idéologie est représentée comme une espèce de mouvement qui va de l'avant et qui peut être en danger s'il y a un élément qui viendrait ralentir ce mouvement, l'interrompre ou le faire régresser. Par conséquent, il y a automatiquement des ennemis désignés. Un ennemi à l'extérieur du système, qui peut être par exemple, si on a affaire à un État voisin ou un autre État avec lequel le régime est en conflit, ou bien à l'extérieur un groupe de personnes qui pourraient être par exemple identifiés comme terroristes. Et il y a aussi des ennemis intérieurs qui peuvent menacer la cohésion, l'unité du système et qui représentent un danger. Les ennemis intérieurs sont bien entendu toutes les personnes qui pourraient venir contredire ou s'opposer à l'orthodoxie. Et pour ce qui est du narratif, comme on dit à Hollywood, meilleurs les méchants, meilleur est le film. Ceci peut être illustré par le film Vol au-dessus d'un nid de coucou comme illustration cinématographique du totalitarisme. Pourquoi cette lecture? Tout simplement parce que le metteur en scène Miloš Forman, des années après la sortie de son film en 1975, a dit que le scénario du film, ça n'est pas de la littérature, c'est la vraie vie. Et la vie dont il parlait, ça n'est pas celle de Hollywood, mais c'est celle qu'il a vécue jusqu'à la quarantaine dans son pays d'origine, à l'époque, la République tchécoslovaque communiste. Et il ajoute, le Parti communiste qu'il illustre par le personnage de Mrs. Ratched, Those are very challenging observations you made, Randall. m'indiquer quoi penser, ne pas penser, quoi dire ou ne pas dire,
quoi faire ou ne pas faire, où aller ou ne pas aller. Des psychiatres, acteurs de la médicalisation de la dissidence. On se situe dans l'ex-URSS au cours des années 70 du XXe siècle, à l'époque de ce qu'on appelait le communisme post-stalinien. Les autorités étaient préoccupées par des phénomènes de dissidence, c'est-à-dire des individus qui contestaient l'idéologie et qui étaient bien entendu désignés comme des ennemis. Ces autorités ont eu cette idée originale de médicaliser la dissidence. Pourquoi? Il faut être fou pour contester ou s'opposer à un projet d'accomplissement de l'homme, qui sous-entend le bonheur. Donc si on est fou, c'est l'affaire des psychiatres. Ils ont donc recruté des psychiatres pour évaluer ces dissidents et les faire transférer dans des hôpitaux-prisons pour y être internés. Le diagnostic le plus souvent retenu était celui de schizophrénie. Parce qu'à l'époque, ce diagnostic avait des connotations particulièrement négatives et évoquait une sévérité des troubles. Une fois internés, ces dissidents recevaient toutes sortes de traitements en vigueur à l'époque. Contention, isolement, électrochoc, etc. L'URSS était un pays civilisé avec un arsenal législatif et les autorités avaient mis en place un système législatif qui régissait ces internements forcés. Et si on regarde de près les textes de cette législation, ils sont très proches de ceux appliqués dans certains pays occidentaux, comme en France par exemple à l'époque. La loi de 1838 qui, à l'époque en France, régissait les internements d'office pour des personnes qui représentaient une menace pour l'ordre public, qui pouvaient être dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui et qui de surcroît avaient des troubles psychiatriques. Le système totalitaire a ainsi obtenu 3 résultats. Le premier, c'est le fait que, au lieu de condamner un dissident à faire un certain nombre d'années en prison ou dans un camp de travail, goulag, comme dirait l'autre, une fois que vous avez fait les 10 ans, vous rentrez chez vous, si vous êtes vivant. Par contre, si vous êtes interné dans un hôpital, vous ne saurez jamais à quel moment vous serez libéré. Cette libération va dépendre du médecin, qui joue à la fois le rôle d'un commissaire politique et d'un docteur. Et cette libération, elle est articulée autour, non pas d'une guérison, mais d'une réadaptation. Quoi qu'il en soit, les aveux ne sont pas l'épreuve. Et dans ces systèmes totalitaires, plus vous regrettez ce que vous avez fait, et plus les choses sont suspectes. Vous ne pouvez pas convaincre votre tortionnaire. Je vous recommande la lecture de 1984. Le roman de George Orwell à ce propos. Deuxième résultat, dorénavant, les autorités soviétiques peuvent se défausser de toute imputabilité. Avez-vous des questions? Allez voir le docteur. C'est eux qui s'occupent de ça. Troisième conséquence avantageuse, c'est de pouvoir ainsi effacer un individu du corps social. Au lieu d'en faire possiblement un martyr s'il meurt dans un camp de travail et que ceci aurait un écho à l'Ouest, comme on dit, et engendre des mouvements, etc., le dissident disparaît de la circulation, comme ces personnages qui étaient supprimés de certaines photos officielles une fois qu'ils avaient été, comme on dit, purgés. Le héros du film, McMurphy, quelque temps après le début de son hospitalisation, est évalué à nouveau par un psychiatre qui, bien entendu, constate qu'il est normal. And I don't see any evidence of mental illness at all. And I think that you've been trying to put us on all this time. You know, what do you want me to do? You know what I mean? Is that it? Is that crazy? Le paradoxe vécu par McMurphy est qu'il est interné contre son gré alors qu'il est normal, au milieu d'individus qui sont fous et eux, hospitalisés volontaires. Paradoxalement, les médecins peuvent devenir eux-mêmes la cible du totalitarisme russe. Par exemple, le docteur Stern, dont le compte-rendu du procès avait été publié dans les années 70, qui du jour au lendemain est arrêté et subit un procès stalinien pour corruption. C'est un éminent pédiatre, particulièrement apprécié par les parents des enfants dont il s'est occupé. Il sera condamné à 8 ans de prison,
plus précisément en fait à 8 ans de goulag. Goulag dont l'intitulé juridique est une privation de liberté dans une colonie de travail correctif à régime renforcé. L'arrière-plan de ce procès est tout simplement le fait que ce médecin avait 2 garçons adultes qui avaient fait des demandes auprès du régime soviétique pour émigrer, et probablement en Israël, puisqu'on a affaire à une famille juive. Or, ce médecin n'avait pas dissuadé ses enfants de faire ces démarches. Des psychiatres acteurs de l'arianisation d'une société. Se situe en Allemagne dans les années 20 et 30 du XXe siècle. À l'époque, dans les milieux universitaires, en particulier médicaux et dans l'enseignement fait aux psychiatres, il y avait une idéologie particulièrement populaire, celle de l'eugénisme. Alors, l'eugénisme, c'est quoi? L'objectif est de maintenir une espèce en bonne santé et de perfectionner les dispositions héréditaires, en particulier en pratiquant une sélection, avant la naissance ou après la naissance. Sélection des individus. Cet eugénisme fait référence à la théorie darwinienne de la sélection naturelle, où, par exemple, un animal peut survivre s'il est plus fort et se reproduire. On a affaire à une technique de gestion biologique de la société. Cet eugénisme est en fait intitulé l'hygiène raciale, qui est enseigné aux psychiatres. Pratiquement tous les professeurs de psychiatrie y adhèrent. Parmi ces enseignants, des professeurs devenus légendaires comme le professeur Kraepelin, le professeur Alzheimer, qui tous les deux sont inscrits dans la société d'hygiène raciale. Donc en France, il y avait le scientifique Alexis Carrel, qui était un fervent partisan de l'eugénisme. L'objectif est une cure de santé collective basée sur le sacrifice de certains individus reconnus comme déficients, voire coûteux pour la société. Il y a aussi une dimension économique dans cette théorie, puisque les individus qui seraient éliminés sont pour la plupart improductifs et bien entendu coûteux pour la société. L'euthanasie est en fait intitulée « mesures de planification économique ». Ce sont des êtres réputés inférieurs et qui constituent une menace pour l'avenir d'une race. Racialisme qui, bien entendu, rejoint les théories de l'arianisation de la société qui sont promues par le nazisme. Donc la psychiatrie est déshumanisée sous les effets de l'eugénisme. Alors, est-ce qu'on peut donner une explication à cette collaboration? Elle est aussi dans le fait qu'à l'époque, les psychiatres étaient des spécialistes qui s'occupaient de patients vis-à-vis desquels ils ne disposaient d'aucun moyen d'exploration scientifique et de quasiment aucune ressource thérapeutique. À l'époque, selon la gravité des troubles psychiatriques, les gens étaient hospitalisés dans des asiles. Les maladies étaient chroniques. Donc, contrairement à d'autres spécialistes, comme par exemple un chirurgien qui sauve la vie d'un petit garçon en l'opérant d'une appendicite, comme un gynécologue qui accouche une jeune femme d'un magnifique bébé, ils n'ont pas tout ce capital narcissique que leur restitue la pratique. Ils sont dans une espèce de frustration chronique qui probablement a des effets sur l'estime de soi et qui probablement motive, peut-être plus encore, un médecin à se retrouver dans une réussite, qui combattent pour une amélioration de la race. Il y a un phénomène qui est associé dans les années 20 et 30, c'est le fait que le corps médical est le corps professionnel en Allemagne le plus enthousiaste vis-à-vis du national-socialisme. 80% des médecins sont inscrits dans le Parti national-socialiste. Ils ne sont pas sympathisants, ils sont actifs. On n'a pas affaire à des médecins cruels, fanatiques, tortionnaires. On a affaire à un corps médical qui est à peu près à l'identique de celui qui exerce dans d'autres pays occidentaux, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Les autorités allemandes vont mettre en place ce qu'ils ont appelé un programme T4, dont le comité est constitué en majorité de psychiatres, les plus éminents en Allemagne, et leurs collègues vont donc exterminer environ 150 000 personnes dans des hôpitaux psychiatriques.
au minimum, en leur injectant des substances. Pour anecdote, certains psychiatres vont se plaindre que ces substances engendrent une agonie trop longue. Donc on a affaire à une euthanasie active. Les programmes de stérilisation vont concerner environ 350 000 personnes en Allemagne, pratiqués par les médecins mais aussi par des psychiatres, en particulier vis-à-vis de malades mentaux. De même, des médecins ont-ils éliminé environ 6 à 10 000 nourrissons en Allemagne, nourrissons qui, à la naissance, présentaient certaines malformations, ou bien étaient issus de familles ayant une hérédité assez lourde. Les médecins et les psychiatres en particulier vont obtenir d'Adolf Hitler en 1939 une légalisation de l'euthanasie, c'est-à-dire une autorisation de la pratiquer. Une euthanasie passive concerne les patients incurables en fin de vie et qui sont conscients, et une euthanasie active qui concerne tout ce qui peut être sélectionné et qui constitue un danger pour la réanisation. L'histoire du Troisième Reich illustre comment des médecins, des chercheurs et des psychiatres en particulier, s'ils obtiennent un certain pouvoir, peuvent poursuivre une utopie biologique, présumée scientifique. Et comme disait un historien à ce propos, la médecine nazie, elle n'est pas différente de celle qui a été pratiquée avant ou après. La seule différence, c'est le fait que les médecins pouvaient dire ce qu'ils avaient envie de dire, et surtout que les médecins ou les chercheurs pouvaient faire tout ce qu'ils avaient envie de faire, en respectant des règles, mais qu'ils avaient édictées eux-mêmes. Tout ceci préfigure, bien entendu, les expériences faites par des médecins allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de la médecine de guerre, où l'objectif est d'améliorer le sort des soldats. Des médecins ont fait toutes sortes d'expériences sur des détenus, en particulier dans des camps de concentration, et qui portaient sur, par exemple pour les aviateurs, la résistance à l'hypoxie ou à l'hypothermie, des expériences sur les brûlures, stérilisation, des expériences faites conjointement avec des laboratoires pharmaceutiques allemands, comme par exemple sur la sclérose en plaques, sur le typhus. Je vous conseille en particulier la lecture de cet ouvrage, écrit par un journaliste et historien allemand, qui est probablement le livre le mieux sourcé et documenté à ce propos. Au cours du procès de Nuremberg, les juristes font appel à des psychiatres qui évaluent les dignitaires du Troisième Reich qui sont jugés. Et en tant qu'expert, en fait, la question posée est la suivante. Ces individus sont-ils capables de discerner le bien du mal? Donc c'est plutôt une question philosophique à laquelle ils doivent répondre. Parmi eux, il y a un Américain, le docteur Douglas Kelly, qui aura donc l'occasion de rencontrer et d'évaluer la plupart de ces dignitaires, dont Hermann Göring, qu'il rencontrera plusieurs fois, vis-à-vis duquel, semble-t-il, il a une espèce de fascination. Il le décrit comme un personnage, en fait, opportuniste et avide de pouvoir. Hermann Göring, qui avant d'être exécuté, va se suicider dans sa cellule en s'empoisonnant avec une capsule de cyanure. Ce psychiatre, de retour aux États-Unis, va donc exercer sa pratique, et après quelques années, il va lui-même se suicider en ingérant une capsule de cyanure. Après le procès de Nuremberg, des médecins ont mis en place un code de Nuremberg qui réglemente d'expérimentation médicale faite sur des humains. Et l'article le plus important est un article qui demande aux médecins expérimentateurs, aux chercheurs, d'obtenir du patient un consentement éclairé et explicite. C'est la condition pour se lancer dans une expérimentation. L'État national-socialiste est donc édifié sur la biologie. Et là aussi, on retrouve comment la servitude volontaire des psychiatres peut être enclenchée s'ils ont affaire à un pouvoir qui met en avant la science ou la biologie. Des psychiatres acteurs de la médicalisation de l'homosexualité. J'ai fait précédemment une vidéo à ce propos qui est documentée avec de nombreux détails, je n'y reviens pas.
Mais en résumé, il s'est passé ceci. Pendant environ un siècle, l'homosexualité a été médicalisée, par des psychiatres en particulier. Alors comment ont-ils procédé? Tout simplement, comme les médecins le font d'habitude lorsqu'ils se soumettent à un biopouvoir, ils se sont appropriés d'un phénomène humain, la sexualité, et une forme particulière de sexualité. Ils ont installé ce comportement dans un champ du savoir de médecins, présumés scientifiques. Ils en ont fait un objet clinique qu'ils pouvaient dès lors, et de manière indéfinie, et à loisir, contrôler, étudier, analyser, expérimenter, etc. Avec en arrière-plan l'idée de peut-être soigner l'homosexualité, devenue alors un trouble psychiatrique. J'ai bien fait de faire cette thérapie de conversion, c'est tout. Pardon? C'est quoi? Une thérapie de conversion. L'Organisation mondiale de la santé publie un lexique des maladies, une classification internationale des maladies, qui regroupe toutes les spécialités dont la psychiatrie. Les choses débutent dans les années 20 où l'homosexualité est décrite comme faisant partie des personnalités psychotiques. Puis la CIM 7 en 1955 où l'homosexualité est inscrite dans les perversions sexuelles. Dans la CIM 8 en 1965, on observe la même classification avec une distinction entre la sodomie et le lesbianisme. Dans la CIM 9, en 1977, l'homosexualité est inscrite dans les déviations et troubles sexuels, au même titre que la bestialité ou la pédophilie. Enfin, la CIM 10 en 1992, où l'homosexualité n'est plus retenue comme diagnostic. Les choses ont duré pendant quasiment un siècle, et malgré le fait qu'il n'y avait aucune perspective scientifique, les médecins ne se sont pas dessaisis de cet objet. Sauf au moment où de l'extérieur il y a eu des pressions, etc. Je vous conseille de voir la vidéo à ce propos. Donc là aussi on constate comment les médecins sont capables, et les psychiatres en particulier, de créer une espèce d'espace totalitaire avec comme alibi la recherche scientifique ou une intention scientifique, voire scientiste. Au moment des années 80-90, où il y a eu ce dessaisissement de cet objet clinique, le corps médical et les psychiatres en particulier se sont montrés incapables d'un minimum d'auto-réflexion, de retour sur soi. Un psychiatre, acteur d'expérimentation humaine. Les choses se passent au Canada dans les années 50-60 du XXe siècle, à Montréal. Il y a un institut qui a été financé à l'origine par la fondation Rockefeller, un pavillon psychiatrique. Le professeur Donald Ewan Cameron, dont il est le médecin-chef. En 1964, à son départ, il est décrit par ses collègues comme un pionnier de la psychiatrie, comme un grand humanitaire. De renommée mondiale, il est président de plusieurs associations, les patients lui font confiance totale. Ce médecin va pendant des années choisir dans sa clientèle des patients avec lesquels il va faire des expériences, à l'insu des familles et avec un consentement plus ou moins explicite des personnes concernées. Il s'agit d'expériences humaines faites sur ce qu'on appelle la conduite psychique, psychic driving, et qui consiste à tenter de programmer ou de reprogrammer des individus. Ce personnage romanesque et cinématographique est un ex-cobaye amnésique devenu un tueur pour des services de renseignement. Ces expériences, il va les faire avec ce qui est à sa disposition à l'époque. Des séries d'électrochocs, des cures de sommeil ou de coma qui durent des semaines, des expériences de privation sensorielle, de la psychochirurgie, l'usage intensif de médicaments psychotropes, l'usage de LSD qui déstructure les personnes. Tout ceci, bien entendu, aura des conséquences particulièrement délétères chez les patients. Il va faire ces expériences pendant plusieurs années avant de repartir aux États-Unis. Ces recherches sont subventionnées d'une part par une société qui est en fait un faux-né de la CIA, et par le gouvernement canadien. Ils vont donc subventionner toutes sortes d'expériences, et ce psychiatre va collaborer activement à ce système-ci. Pourquoi avoir créé un micro-totalitarisme dans une société réputée démocratique? Tout simplement parce qu'à l'époque, on est dans un contexte de guerre froide, d'opposition entre deux blocs, l'Est et l'Ouest, de ce qu'on appelle aujourd'hui une guerre de basse intensité. Et à un moment donné, les Américains étaient persuadés que les Russes avaient trouvé les moyens techniques de modifier les comportements des personnes, de modifier leurs pensées, voire de les déstructurer pour pouvoir à nouveau les restructurer
et en faire des personnages qui seraient complètement convertis au communisme. Il est à noter que dans le cinéma hollywoodien, en particulier dans les années 50 mais plus tard, il y a eu des films réalisés qui sont des allégories des dangers du communisme. Comme par exemple ce film « L'invasion des profanateurs de sépultures », où le scénario est centré sur le fait que des individus sont menacés par une entité qui prend possession de leur corps quand ils s'endorment, et qui sont en fait, dans cette métaphore, victimes, contaminées par le communisme. Il est à noter aussi que certains manuels de torture utilisés par les officines de la CIA sont notoirement rédigés par des psychiatres. Alors, y a-t-il une conclusion provisoire à cette élaboration? Ce qui fait que les médecins sont magnétisés par certaines formes de totalitarisme, c'est qu'il y a dans l'idéologie un arrière-plan scientifique, ce qui est tout à fait le cas pour ce qui est du nazisme, par exemple, le communisme, qui est intitulé le socialisme scientifique. Donc, un soupçon de scientificité, ça parle aux médecins. Ça peut les motiver, ou tout au moins leur donner un alibi. Faire comme on dit, dans la servitude volontaire. On pourrait l'illustrer par l'actualité contemporaine, où des gouvernements ont pris des mesures sanitaires pour une ou des raisons d'État, et publicisé ces mesures par des médias. Médias qui ont de ce fait invité des médecins, qualifiés par la suite de médecins de plateau, d'experts, et dont le rôle consistait à valider ces mesures, en faisant référence à la science ou à du scientisme. On a affaire en fait à des mesures politiques. Et ceci afin, comme on dit, de fabriquer du consensus, mais aussi d'engendrer dans la population une alternance de peur et de réassurance, ce qui engendre bien entendu une dépendance, voire une aliénation. Médiatisation qui, bien entendu, excluait tout plaisir de penser les choses, plutôt plaisir de ne pas penser les choses, l'impensé. Mesures sanitaires qui ont questionné sur les limites des libertés individuelles. Pratiquement aucun de ces médecins de plateau n'a exigé une confrontation ou un débat contradictoire dans le champ professionnel qui est le sien, c'est-à-dire celui de la médecine. Tout individu qui se montrait réticent, récalcitrant, voire opposant à une doctrine de ce qu'on pourrait appeler la biocratie, a été aussitôt sous l'eau, s'est retrouvé aussitôt sous la surface de l'eau, enfermé dans une conserve avec une étiquette qui à la fois le disqualifie, le discrédite, et qui rend impossible le retour à la surface. Dorénavant, il est totalement effacé de cet espace officiel, comme l'étaient par exemple certains personnages à l'époque de l'ex-URSS qui étaient effacés de certaines photos officielles, voire effacés de la société. Je vous rappelle que dans 1984, le héros du roman passe ses journées à travailler sur des photos en particulier pour reconstruire une histoire, une narration. Donc la conclusion pourrait être le fait que l'histoire bégaye